Lorsque Traoré a pris connaissance de l'étendue de cette emprise étrangère, il n'a pas hésité. Le contrat de 1947 n'avait aucune légitimité en dehors de l'exploitation et de l'injustice. Le président a alors ordonné un audit de toutes les infrastructures liées à l'eau du Sahel. Les résultats ont été catastrophiques. Un réseau complexe d'opérations contrôlées à distance par des entreprises étrangères. Dès lors, la décision de fermer la rivière est devenue inévitable. Le peuple burkinabé ne devait plus être esclave de ses propres ressources. Ce n'était pas seulement une question d'eau, mais une question de dignité nationale. À partir de ce moment, la bataille ne concernait plus les vannes du fleuve, mais la volonté de l'Afrique de se libérer des chaînes invisibles qui l'avaient maintenue sous contrôle. Ibrahim Traoré n'était pas seulement le président du Burkina Faso. Il était le porte-voix d'une génération fatiguée par les promesses vides et les faux engagements internationaux. Formé en France, mais enraciné dans la réalité de son peuple, il a toujours cru que l'indépendance réelle ne viendrait pas seulement par des discours politiques, mais par des actions concrètes. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a mis en lumière les injustices historiques qui pesaient sur son pays et son peuple. Mais fermer les vannes du Sahel allait au-delà de la simple décision politique. C'était un acte symbolique, une déclaration de guerre contre un système mondial de domination cachée. Le moment décisif est survenu lorsque les premières répercussions internationales ont frappé. Le gouvernement occidental a réagi vivement. Les sanctions économiques ont été rapidement mises en place. Les entreprises étrangères ont menacé de quitter le pays. Et les médias internationaux ont intensifié leurs critiques. Mais à l'intérieur du Burkina Faso, le soutien populaire était immense. Les agriculteurs, les ouvriers, les étudiants et les membres des communautés locales se sont rassemblés pour soutenir leur président. Pour eux, Traoré n'était plus simplement un dirigeant politique. Il était l'incarnation d'une Afrique qui se réveille. Les premières semaines après la fermeture du Sahel ont été marquées par des ajustements difficiles. Les pénuries d'eau ont touché certains secteurs économiques et les tensions avec les voisins se sont intensifiées. Mais Traoré, fidèle à sa promesse de libération, a continué à avancer. Il a expliqué que les sacrifices d'aujourd'hui permettraient de bâtir un avenir plus souverain. Il savait que ce n'était que le début d'une longue bataille pour la liberté réelle de l'Afrique. Le date mentionné, le président Ibrahim Traoré annonça au peuple burkinabé que le fleuve Sahel, une ressource vitale pour des millions de personnes, serait désormais contrôlé par le Burkina Faso et non plus par des entreprises étrangères. Cette décision audacieuse a rapidement provoqué des réactions violentes à l'échelle internationale. Les gouvernements européens ont immédiatement condamné l'acte comme un sabotage, prédisant une crise humanitaire et environnementale dans la région. Le Fonds monétaire international a suspendu son prêt de 400 millions de dollars pour les infrastructures hydrauliques du pays et des sanctions économiques ont été envisagées. Cependant, à l'intérieur du Burkina Faso, la population a réagi avec une euphorie presque unanime. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues pour soutenir la décision de leur président. Ce geste n'était pas simplement un acte de rébellion contre l'influence étrangère, c'était un acte de libération. Les Burkinabés comprenaient que ce n'était pas une simple question d'eau, mais une lutte pour leur indépendance économique et politique. Ils savaient que leur pays n'avait pas seulement été privé de ses ressources, mais de son droit à la dignité. Les premières semaines après la fermeture du Sahel ont été marquées par une adaptation difficile, mais aussi par une organisation collective impressionnante. Les fermiers, les pêcheurs et les ingénieurs locaux ont commencé à travailler ensemble pour maintenir les infrastructures essentielles en fonction, en attendant la reconstruction. Bien que les conditions de vie se soient durcies dans les premières phases, le sentiment général était que la lutte valait la peine. Ce moment historique allait redéfinir non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui de l'ensemble du continent africain. Le 15 octobre, les premières manifestations internationales de soutien sont arrivées de pays voisins. Le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire ont exprimé leur solidarité en dénonçant l'impérialisme économique.
Des leaders africains ont vu dans l'action de Traoré un précédent pour la souveraineté des ressources naturelles du continent. Des discussions ont commencé à s'organiser pour repenser les accords économiques et politiques entre l'Afrique et les puissances étrangères. Le 20 octobre, les Nations Unies ont convoqué une réunion d'urgence pour discuter de la situation au Burkina Faso. L'Organisation de l'Unité africaine, OUA, a tenu une session spéciale et la pression internationale s'est intensifiée. Les entreprises étrangères, notamment celles spécialisées dans l'hydraulique, ont menacé de quitter le pays, laissant la population dans l'incertitude quant à l'avenir économique. Cependant, Traoré a maintenu sa position. Il a ordonné un audit de toutes les infrastructures de l'eau et a lancé un projet national de reconstruction, sans l'aide des puissances occidentales. Son discours était clair. Le Burkina Faso était désormais maître de son destin, et il n'y avait pas de retour en arrière. Au fil des semaines, les tensions économiques et diplomatiques se sont exacerbées. Les prix du carburant ont grimpé, les livraisons de biens essentiels se sont ralenties, et la situation intérieure est devenue plus instable. Mais Ibrahim Traoré est resté ferme, refusant de céder aux pressions extérieures. Le message qu'il envoyait à son peuple était clair. Ce que nous avons commencé, nous le terminerons ensemble. Le Premier ministre, les membres du gouvernement et les experts locaux ont travaillé sans relâche pour garantir que les besoins essentiels du pays soient satisfaits. Le peuple burkinabé, bien que confronté à des difficultés, voyait un avenir qui ne dépendait plus de l'extérieur, mais de la solidarité nationale. La fermeture des vannes du Sahel par Ibrahim Traoré a non seulement marqué un tournant politique majeur pour le Burkina Faso, mais a également eu des répercussions économiques et sociales immédiates. En quelques jours, les effets de cette décision ont commencé à se faire sentir dans toutes les sphères de la vie du pays. Selon les premières estimations, la production agricole a chuté de 15% dans les régions dépendantes de l'irrigation du fleuve, et les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 10 à 12% en raison de la pénurie d'eau. Ces chiffres, bien que préoccupants, ne reflétaient qu'une partie de l'histoire. Malgré ces difficultés immédiates, les mesures de soutien mises en place par le gouvernement ont commencé à montrer des signes d'efficacité. Les équipes locales ont rapidement mis en place un programme de rationnement de l'eau, permettant de préserver les ressources pour les secteurs essentiels. En seulement 2 mois, 30% des fermes du pays avaient été adaptées à des méthodes agricoles plus durables, basées sur des systèmes d'irrigation alternatifs qui ne dépendaient pas du fleuve Sahel. En parallèle, le gouvernement a lancé une campagne nationale pour promouvoir les pratiques agricoles locales, telles que la collecte des eaux de pluie, ce qui a permis de réduire de 7% la dépendance à l'eau extérieure. D'un point de vue économique, la décision de Traoré a conduit à un changement radical dans la gestion des ressources naturelles. Le pays a réduit de 40% ses dépenses en contrat avec des entreprises étrangères pour la gestion de l'eau. En revanche, la part des investissements publics dans les infrastructures locales a été multipliée par 3. Les premiers chiffres de l'année suivante ont révélé une croissance de 3,5% du PIB du pays, soutenue par des investissements dans les infrastructures internes et l'industrie. Ces résultats ont été un signe tangible que, malgré les tensions et les sacrifices à court terme, le pays était sur la voie d'une stabilité économique durable. Le Burkina Faso a également enregistré une amélioration de 5% de son indice de développement humain, IDH, en 2026, grâce à des investissements massifs dans l'éducation et les soins de santé, financés par les économies réalisées sur les contrats étrangers. Ce changement a renforcé la confiance du peuple burkinabé en son président, et les sondages menés au début de 2027 ont révélé que 76% de la population soutenait toujours la décision de fermer les vannes du Sahel. Ce soutien populaire a été un facteur clé dans la capacité du gouvernement à tenir tête aux pressions internationales. En matière de diplomatie, bien que la situation avec l'Europe et les États-Unis ait été tendue, les pays voisins ont salué le courage de Traoré. Des rapports du Mali et du Niger ont montré qu'en raison des réformes initiées par le Burkina Faso, des discussions ont été entamées
sur une gestion régionale partagée des ressources en eau. Ces négociations ont donné lieu à la création d'une alliance régionale de gestion de l'eau, un projet qui a vu la participation de 9 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire et le Togo. Ce processus de coopération régionale, initié par le Burkina Faso, marque un tournant pour la gestion des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré a été critiqué par certains qui l'ont accusé d'être trop radical et de risquer de conduire son pays dans une crise économique irréversible. Les détracteurs soutiennent que sa décision de fermer le Sahel et de rompre les contrats avec les entreprises étrangères pourrait entraîner un isolement économique pour le Burkina Faso. En effet, l'exportation des ressources naturelles et la coopération avec les puissances occidentales étaient des piliers de l'économie burkinabé. Selon certains analystes, cette décision pourrait réduire l'accès aux investissements étrangers et affecter gravement le développement du pays. Cependant, il est essentiel de remettre cette critique dans un contexte plus large. L'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, a souffert pendant des décennies sous le poids des accords inégaux et des dépendances économiques créées par les puissances coloniales. Le véritable dilemme n'est pas qu'entre la coopération avec l'étranger et l'autosuffisance, mais entre la continuité d'une dépendance ou la possibilité de réécrire les règles du jeu. En ce sens, la décision de Traoré peut être vue non seulement comme un acte politique, mais comme une opportunité de redéfinir la relation entre l'Afrique et le reste du monde. Les partisans de Traoré soulignent qu'il a opté pour la souveraineté nationale à court terme, même au prix de sacrifices économiques. Cette approche, bien qu'imparfaite, pourrait offrir une voie plus stable à long terme, où le pays reprend le contrôle de ses ressources naturelles et de ses infrastructures essentielles. D'ailleurs, plusieurs pays africains qui avaient été confrontés à des situations similaires ont commencé à regarder le Burkina Faso comme un modèle. En rétablissant la gestion locale et nationale des ressources, Traoré permet à son peuple de se réapproprier son destin. Certes, la rupture avec les entreprises étrangères a créé des turbulences économiques immédiates, mais elle a aussi permis au Burkina Faso d'investir massivement dans ses propres infrastructures, notamment dans l'agriculture durable et les énergies renouvelables. À long terme, cette stratégie pourrait non seulement améliorer l'autosuffisance alimentaire, mais aussi rendre le pays plus résilient face aux crises mondiales. Le 1er janvier 2026, le Burkina Faso a fait une annonce qui a stupéfié la communauté internationale. La création de la River Authority, une entité nationale chargée de gérer toutes les ressources en eau du pays, à la fois du Sahel et des autres bassins fluviaux. Ce n'était pas seulement une mesure administrative, mais une déclaration de souveraineté. Pour la première fois depuis des décennies, un pays africain prenait une telle décision sans l'aide ou la pression des puissances étrangères. Ce mouvement audacieux a marqué un tournant décisif. La pression internationale s'est intensifiée, avec des appels à la réouverture du Sahel sous contrôle international. Pourtant, à l'intérieur du pays, l'opinion publique est restée largement en faveur de la décision. Le gouvernement burkinabé a mis en place des réformes agricoles et environnementales ambitieuses, garantissant que la gestion de l'eau serait plus équitable et plus durable. Les Burkinabés, autrefois dépendants des grandes entreprises étrangères, commençaient à voir les fruits d'un système plus autonome et nationaliste. À ce moment-là, il était clair que la bataille ne se limitait plus à une simple question d'eau, mais à un combat pour l'indépendance économique et la reconstruction de l'identité nationale. Le date mentionné, les effets de la décision de fermer le Sahel ont commencé à se faire pleinement ressentir. Les économies africaines voisines, qui dépendaient également de l'eau du fleuve pour leurs propres agricultures et industries, ont commencé à connaître des perturbations. Le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire ont vu leurs approvisionnements en eau irriguée réduire considérablement, entraînant une baisse de la production agricole et une hausse des prix alimentaires. La région s'est retrouvée dans une crise alimentaire imminente. Cependant, cette crise a aussi ouvert une nouvelle voie de coopération.
Plutôt que de sombrer dans l'isolement, les pays voisins ont cherché des solutions régionales. En réponse, Ibrahim Traoré a proposé une table ronde régionale pour discuter de la gestion partagée de l'eau et des ressources naturelles. Ce fut un moment clé pour l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso a suggéré de créer une union des ressources en haut du Sahel, un organisme de gestion intergouvernementale qui permettrait aux nations voisines de travailler ensemble sous la supervision d'experts locaux. Bien que la pression extérieure soit forte, avec des menaces de sanctions économiques de la part des États-Unis et de l'Union européenne, le pays ici est resté ferme dans sa position. L'effet secondaire immédiat a été une prise de conscience accrue parmi les pays africains que leurs ressources naturelles devaient être gérées de manière plus autonome. Plusieurs autres nations africaines, y compris le Sénégal et le Togo, ont manifesté leur soutien à la politique de Traoré et ont commencé à réévaluer leurs propres relations économiques avec les entreprises étrangères. L'idée de reprendre le contrôle sur les ressources naturelles s'est progressivement imposée comme un modèle à suivre. Au niveau interne, le Burkina Faso a mis en œuvre des réformes profondes dans les secteurs agricoles et énergétiques. La dépendance au fleuve Sahel a été réduite de manière significative, avec la construction de nouveaux réservoirs d'eau et de systèmes de distribution améliorés. Des centaines de petits projets d'irrigation ont vu le jour, financés par des fonds publics et communautaires. Les premières récoltes, après la mise en place de ces infrastructures, ont montré des signes positifs, avec une augmentation de la production agricole de 12% dans certaines régions. Ce qui semblait au départ être un pari risqué a commencé à prouver sa rentabilité. Le pays était non seulement plus indépendant sur le plan économique, mais il commençait également à redéfinir son rôle dans une Afrique de plus en plus autonome. Cependant, l'internationalisation du conflit a eu des conséquences durables. Les relations avec les grandes puissances se sont détériorées et les investissements étrangers ont diminué dans de nombreux secteurs. Les entreprises internationales ont dû revoir leur stratégie face à un marché qui devenait de plus en plus protectionniste. Mais le Burkina Faso, désormais plus résilient grâce à ses propres efforts, a commencé à voir ses exportations locales croître. Le commerce régional avec d'autres pays africains a également augmenté de 18%, une tendance qui montre que les nations africaines peuvent se soutenir mutuellement dans des moments de crise. Ce changement a amorcé une évolution dans les mentalités. L'avenir de l'Afrique ne réside pas seulement dans la coopération avec l'extérieur, mais dans la construction d'une indépendance régionale solidaire. À mesure que l'année 2026 avançait, le Burkina Faso se trouvait à un carrefour crucial. Le pays, bien que fermement décidé à préserver sa souveraineté, devait maintenant naviguer dans une mer de défis. Le gouvernement de Traoré a élaboré 3 scénarios pour les 6 à 12 prochains mois, chacun prenant en compte les différentes dimensions économiques, sociales et diplomatiques de la situation. Voici un scénario envisagé pour le futur. Dans ce scénario, les réformes agricoles et énergétiques du Burkina Faso portent leurs fruits. L'augmentation de la production locale et la réduction de la dépendance à l'eau et du Sahel permettent au pays de stabiliser son économie. Les réformes réussissent à attirer de nouveaux investissements internes et la solidarité régionale se renforce. Les pays voisins, comprenant l'importance d'une gestion régionale de l'eau, acceptent la proposition de Traoré pour la création de l'Union des ressources en eau du Sahel. Ce modèle de coopération régionale devient un précédent pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. En parallèle, le commerce intra-africain augmente de manière significative et le Burkina Faso devient un leader régional dans la gestion durable des ressources naturelles. Les sanctions économiques internationales sont levées et le pays se stabilise dans un climat de coopération et de prospérité relative. Voici un scénario envisagé pour le futur. Dans ce scénario, les défis économiques persistent. Les investissements étrangers ne reviennent pas dans les délais attendus et le pays doit compter sur des ressources internes pour soutenir son développement. Les prix des denrées alimentaires et des combustibles restent élevés, mais le gouvernement parvient à maîtriser les tensions internes grâce à des politiques de rationnement efficaces.
L'infrastructure de distribution de l'eau est améliorée, bien que la production agricole n'atteigne pas les objectifs fixés. La diplomatie burkinabé continue à jouer un rôle important, cherchant à équilibrer les relations avec les puissances occidentales et les autres nations africaines. Les entreprises locales prospèrent, mais le pays n'échappe pas à une certaine instabilité économique à court terme. Le Burkina Faso, tout en restant ferme sur ses principes, s'engage dans un processus de négociation pour réduire les sanctions et trouver des solutions pragmatiques avec ses partenaires internationaux. Voici un scénario envisagé pour le futur. Ce scénario envisage les pires conséquences de la décision de fermer le Sahel. Le Burkina Faso se retrouve isolé diplomatiquement, avec des sanctions internationales renforcées et une fuite des capitaux étrangers. Le marché de l'emploi se contracte, la croissance économique stagne et les inégalités sociales se creusent. Le pays lutte pour maintenir son indépendance énergétique et les prix de l'eau et de la nourriture montent en flèche. Le gouvernement de Traoré fait face à une pression intérieure croissante, avec des manifestations populaires contre la hausse des prix et la gestion des ressources. En outre, des tensions croissantes avec les pays voisins surgissent en raison de la pénurie d'eau. La création de l'Union des ressources en eau du Sahel échoue, et la région se retrouve dans une situation de compétition pour les ressources limitées. Si ce scénario se concrétise, la situation pourrait conduire à une instabilité régionale importante, avec des risques de conflits politiques et économiques. Au-delà des chiffres et des décisions politiques, la situation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré a eu un impact profond sur les personnes. Des millions de Burkinabés ont vu leur vie changer du jour au lendemain. Pour beaucoup, le président n'était plus un simple dirigeant, mais un symbole de résistance, de dignité et de renaissance. Le pays, autrefois dominé par des puissances étrangères, est devenu un phare de l'indépendance et de l'autodétermination en Afrique. Les agriculteurs des régions touchées par la fermeture du Sahel ont dû s'adapter aux nouvelles réalités. Beaucoup ont dû apprendre à gérer les ressources en eau de manière plus durable et à utiliser des techniques d'irrigation plus efficaces. Les familles ont dû faire face à des pénuries temporaires, mais elles ont également trouvé un nouvel esprit de solidarité. Les villages qui étaient autrefois dépendants de l'eau importée ont commencé à organiser des comités communautaires pour gérer les ressources locales, redonnant ainsi à chaque communauté son pouvoir décisionnel. Le changement ne s'est pas seulement fait dans les champs, mais aussi dans les esprits. La population a pris conscience de son pouvoir collectif. Des initiatives locales, comme la construction de réservoirs d'eau collectifs, ont vu le jour, guidées par une nouvelle vague de leadership communautaire. Les jeunes, qui autrefois cherchaient des opportunités à l'étranger, ont commencé à voir leur pays sous un jour nouveau. Ils étaient prêts à participer à un avenir qui leur appartenait enfin, en dépit des défis à venir. Dans chaque coin du pays, les gens se sont demandé « Et si l'indépendance de l'Afrique ne venait pas d'ailleurs, mais de l'intérieur ?» Alors que le Burkina Faso se trouve à un tournant, il est impératif de définir une feuille de route claire pour les années à venir. Le pays doit non seulement surmonter les défis immédiats liés à la gestion des ressources en eau, mais aussi préparer les fondations d'une croissance durable et d'une indépendance économique totale. Première étape, renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso ne peut pas réussir seul. La coopération avec ses voisins pour la gestion partagée de l'eau est essentielle. La création de l'Union des ressources en eau du Sahel doit devenir une priorité. En partageant les connaissances et les technologies, les pays de la région peuvent créer un réseau plus résilient face aux défis environnementaux, tout en maximisant l'utilisation des ressources naturelles. Deuxième étape, investir dans les infrastructures locales. Le gouvernement doit continuer à investir dans des systèmes d'irrigation durables et dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour toutes les communautés. L'installation de réservoirs d'eau à petite échelle dans les zones rurales et la promotion de technologies écologiques permettront de garantir que chaque Burkinabé puisse accéder à l'eau sans dépendre de sources extérieures. Troisième étape, diversifier l'économie.
La fermeture du Sahel a révélé les vulnérabilités économiques du Burkina Faso. Il est désormais crucial de diversifier les sources de revenus du pays. L'agriculture durable doit être une priorité, mais également le développement d'autres secteurs comme les énergies renouvelables, le tourisme durable et les industries locales. En formant les jeunes générations à ces nouvelles compétences, le pays pourra se préparer à une indépendance économique à long terme. Enfin, le Burkina Faso doit continuer à défendre ses principes d'indépendance et de souveraineté sur la scène internationale, tout en forgeant des alliances stratégiques avec d'autres nations africaines. En restant uni et déterminé, le pays peut non seulement surmonter ses défis, mais devenir un modèle de résilience et de leadership en Afrique. Le fleuve Sahel, autrefois symbole de dépendance, est désormais un symbole de libération. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas simplement une victoire politique, mais une victoire de la dignité, une victoire de la volonté populaire. Les Burkinabés, qui avaient longtemps été pris dans les chaînes invisibles de l'exploitation coloniale, ont désormais la possibilité de reprendre leur destin en main. L'histoire de ce pays, marqué par des luttes pour l'indépendance, entre dans une nouvelle phase, où la souveraineté n'est plus un simple concept, mais une réalité vécue au quotidien par chaque citoyen. Les défis sont loin d'être terminés, mais le peuple burkinabé a prouvé que, même dans les moments les plus sombres, il est capable de se relever et de bâtir un avenir solide. La décision de fermer le Sahel, bien que risquée, a ouvert la voie à un futur où les Africains ne se contentent plus de subir les décisions imposées de l'extérieur, mais où ils prennent activement part à la construction de leur propre avenir. Ce n'était pas une simple bataille pour l'eau, c'était une bataille pour la liberté, pour la dignité, et pour un avenir que les Burkinabés peuvent maintenant imaginer et créer eux-mêmes. L'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement celle de l'indépendance politique, mais aussi celle de la renaissance d'un peuple, d'une nation qui reprend son destin en main. Ibrahim Traoré a lancé un message clair. L'avenir de l'Afrique ne se trouve pas dans la soumission aux intérêts étrangers, mais dans la capacité des Africains à gérer leurs propres ressources et à décider de leur avenir. Si vous croyez que cette histoire est plus qu'un simple événement politique, que la liberté et la souveraineté sont des droits fondamentaux qui doivent être défendus, partagez cette vision avec ceux qui vous entourent. L'avenir de l'Afrique ne se construit pas dans l'ombre des puissances extérieures, mais dans l'action collective, dans la solidarité et dans l'unité de ses peuples. Le Burkina Faso, aujourd'hui, montre l'exemple. Rejoignez-nous dans cette révolution silencieuse et ensemble, écrivons l'histoire d'une Afrique libre, forte et solidaire. Le chemin est encore long, mais il commence par une simple décision, celle de croire en un avenir meilleur, ensemble.